Sur cette place Taksim, voici le monument symbole de la République. Tout devant, vous pouvez voir Atatürk, avec ses vêtements militaires qu'il portait lors de la guerre de l'indépendance. Et derrière, il y a encore Atatürk, en civil cette fois, avec à droite et à gauche les représentants du gouvernement. Il faut bien comprendre qu'avant, ici, à cause des règles islamiques, les statues, les représentations humaines étaient interdites. Mais Atatürk a tout changé. Son visage est omniprésent. En statue sur les places publiques, en effigie sur les bâtiments officiels, en portrait dans les boutiques ou les appartements. Plus de 80 ans après sa mort, Mustafa Kemal Atatürk semble toujours veiller sur le pays. Père fondateur visionnaire pour les uns, autocrate qui a organisé son propre culte de la personnalité pour les autres, son aura et son prestige ont traversé les décennies. Sur les ruines d'un empire ottoman usé et démantelé, ce jeune officier de l'armée a fait sortir de terre en quelques années un État moderne, certes autoritaire et nationaliste, mais aussi laïque, progressiste et égalitaire, bouleversant des siècles de traditions et de croyances. C'est dans l'ouest de la Turquie que s'est forgée la légende de Mustafa Kemal, dans le détroit des Dardanelles, qui relie la mer Égée à la mer de Marmara, l'un des endroits les plus stratégiques du pays. Ici, c'est la partie la plus étroite du Bosphore, environ 1350 mètres de large, avec une profondeur d'environ 90 à 100 mètres. Il était important d'y renforcer la sécurité. On a donc fait construire 2 forteresses ici. C'est Mehmet II le Conquérant qui a fait construire une première forteresse, la forteresse de Kilit Bahir, vers 1462-1463. À partir de 1915, le fort de Kilit Bahir se transforme en grande base de munitions. L'Empire ottoman, engagé aux côtés de l'Allemagne lors de cette Première Guerre mondiale, fait l'objet d'une attaque de grande ampleur par les Alliés qui tentent de s'emparer du détroit. Les Ottomans tiennent le siège pendant plusieurs semaines. Il y avait environ 16 canons ici. Au milieu, c'était là où on gardait les munitions, l'arsenal. À gauche et à droite, il y avait des dépôts pour les munitions. Les soldats s'y cachaient pendant les bombardements. Mustafa Kemal, jeune officier de 34 ans, se fait rapidement remarquer par sa bravoure et son sens tactique. Le 25 avril 1915, à 20 km de la forteresse, sur les plages escarpées de la baie d'Anzac, c'est le grand débarquement allié. Les troupes de Kemal, trop peu nombreuses, sont rapidement prises en défaut. Les soldats lui expliquent qu'ils n'ont plus ni munitions ni force. Et là, Atatürk réalise que les renforts ottomans n'arriveront pas à temps, que les ennemis alliés seront là avant. Alors, face à ces soldats, il déclare « Je ne vous ordonne pas de combattre, je vous ordonne de mourir. Le temps que nous mourions, de nouveaux commandants et soldats auront eu le temps d'arriver et de nous remplacer. » Contre toute attente, armé de simples baïonnettes, le régiment de Kemal résiste. Les Alliés sont contenus. Ils s'enlisent pendant de longs mois et finissent par abandonner le détroit des Dardanelles en janvier 1916. Mustafa Kemal est alors promu pacha, général, et célébré en héros à travers l'Empire. Je dis toujours que la bataille de Çanakkale nous a fait gagner Mustafa Kemal. Il a brillé et est monté sur la scène de l'histoire. Il a sauvé Istanbul.
Sinon, nous allions la perdre. Nous aurions perdu le trône et la couronne. Et nous, les Turcs, nous ne serions plus que de simples touristes à Istanbul. Mais la Première Guerre mondiale continue sur d'autres fronts. Et malgré les exploits militaires du général Kemal, le sultan dépose les armes en octobre 1918. L'Empire, démantelé, passe sous le contrôle des Alliés. Même Istanbul, la capitale de l'époque, est occupée. Une humiliation inacceptable pour Mustafa Kemal, qui décide de rompre avec ce sultanat et d'entrer en dissidence. Son prestige et son discours nationaliste séduisent à la fois d'anciens officiers et une population de plus en plus appauvrie. Le premier coup d'État de l'histoire de la Turquie s'organise. Fin décembre 1919, Mustafa Kemal et ses partisans arrivent à Ankara. Ils décident d'y fonder la capitale de leur futur État. S'il a choisi Ankara comme capitale, c'est parce qu'elle est au centre de l'Anatolie, ce qui en fait une zone difficile à occuper. C'était aussi un point de rencontre. Toutes les routes se réunissaient ici. À l'époque, Ankara comptait environ 30 000 habitants. C'était une petite ville. Une ville déserte, sèche et pauvre. Grâce à ces réseaux, Mustafa Kemal réussit à organiser des élections générales à travers une grande partie du pays. Et en catastrophe, s'approprie un bâtiment en rénovation pour le transformer en parlement. Le bâtiment n'était pas encore terminé. On manquait de briques. Alors, il a été décidé de démonter une partie d'une école primaire juste à côté pour récupérer des matériaux. Il manquait aussi des tables pour écrire. Donc ils ont pris aussi des pupitres de l'école. C'était il y a longtemps, mais on a décidé de garder ces tables d'école ici. Dans cette salle tout en sobriété est officiellement constituée la Grande Assemblée nationale turque le 23 avril 1920. Mustafa Kemal en est élu président à l'unanimité. Là où vous voyez le buste de Mustafa Kemal, c'était le perchoir du président de l'Assemblée nationale. Il avait des assistants assis de chaque côté. C'est ici que se prononçaient les discours, à la tribune. Les greffiers s'asseyaient ici pour écrire tout ce qui était dit. Le combat national a été dirigé d'ici. La République a été proclamée ici. Et l'hymne national a été voté ici. C'est un lieu sacré, fondamental pour nous. Mais la nouvelle Turquie est en guerre sur plusieurs fronts. Une guerre extérieure contre les occupants étrangers et une guerre civile contre ce qu'il reste du sultanat. Après 3 années de combats sanglants, Mustafa Kemal sort une nouvelle fois victorieux, son aura encore renforcée. Ici, c'était le bureau de Mustafa Kemal. Sur le mur, il y a un tapis où le nom de Gazi Mustafa Kemal Pacha est écrit en écriture coranique. Gazi signifie martyr, une personne qui a défendu sa foi religieuse pour sa patrie, son peuple, au péril de sa vie. Reste maintenant à bâtir la Turquie moderne dont il rêve. Pour cela, Mustafa Kemal entreprend de déconstruire une à une toutes les bases du sultanat et de bâtir sa propre légende sous la forme d'un culte de la personnalité qui ne souffre aucune critique. À Istanbul, dans le centre historique, le quartier de Sultanahmet
avec le palais Topkapı et ses nombreuses et grandioses mosquées, est le symbole de l'Empire ottoman et du califat. Mais pour Mustafa Kemal, l'entrée dans une nouvelle ère ne pourra se faire qu'en gardant la religion à distance. La République d'Atatürk était une révolution à l'époque. Il a créé un État laïque. C'était une notion difficile à aborder, surtout après l'Empire ottoman, qui était un empire islamique fondé sur notre religion. Nos origines étaient déterminantes. Et malgré cela, Mustafa Kemal a réussi à faire accepter la laïcité à son peuple. Mais il faut bien comprendre à quel point c'était révolutionnaire. C'était une première pour un pays islamique. Il n'en existait pas d'autre à l'époque. Les écoles coraniques sont fermées et les imams, étroitement contrôlés par l'État, n'ont le droit de prêcher qu'un islam progressiste. Le port du fez, couvre-chef typiquement ottoman, est interdit, le voile fortement déconseillé dans l'espace public. Le peuple est bousculé, mais il n'a d'autre choix que d'obéir. Symbole de sa volonté de séculariser le pays, Mustafa Kemal ose s'attaquer à Sainte-Sophie. Lieu de culte emblématique, d'abord basilique avec son dôme typique de l'Empire byzantin, puis converti en mosquée avec ses minarets, ajoutés par les Ottomans au XVe siècle. Sainte-Sophie est le dénominateur commun de l'humanité. Une œuvre exceptionnelle. Elle est intacte depuis 1500 ans. Mustafa Kemal a décidé d'en faire un musée. En fait, quand les visiteurs étrangers venaient, ils ne pouvaient pas toujours entrer. Ils étaient très nombreux. Et puisque c'était une mosquée, un lieu de culte, ce n'était pas toujours évident de l'ouvrir à la visite, avec les heures de prière par exemple. En décidant cela, il savait bien sûr qu'il allait être critiqué par son peuple. Mais en fait, c'était très stratégique. Il savait qu'avec cette décision concernant Sainte-Sophie, il avait dorénavant l'Europe à ses côtés. À marche forcée, Mustafa Kemal métamorphose son pays. Il interdit les caractères arabes au profit de l'alphabet latin, rend l'école gratuite et obligatoire pour tous et toutes. Et surtout, lui, le père adoptif de 7 filles, veut donner aux femmes une pleine place. Selon nos coutumes, nos pratiques et notre justice, une femme n'avait le droit qu'à la moitié de ce qu'héritait un homme. Le témoignage de 2 femmes équivalait à celui d'un homme. Et il y avait la polygamie. Ce sont des choses qui rabaissaient beaucoup les femmes. Toutes ces choses étaient vraiment à l'opposé de la mentalité d'Atatürk. Il avait promis qu'il interdirait toutes ces pratiques. Il a accordé le droit de divorce aux femmes. Il a demandé à ce que les femmes et les hommes soient égaux en droit et en devoir. Mustafa Kemal devient Atatürk, le père des Turcs. Et malgré sa mort en 1938 à 57 ans, le kémalisme reste la doctrine officielle du pays jusqu'au début des années 2000. Quand on parle d'Atatürk aujourd'hui, ce n'est plus une simple personne, ça dépasse ça. C'est l'incarnation de la naissance de notre pays.